Ta minute, ça marche plus. Ça a coupé. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que ça doit être en minute, peut-être. Peut-être. On peut-tu faire? J'ai dit, pas de sépulture pour les orphelins. On a demandé qu'ils fassent des sépultures, puis on a refusé. M. Legault a refusé, puis les religieux ont refusé aussi. Puis ici, on voit le journal anglophone, la Gazette du 18 juin 2004. Les orphelins cherchent à déterrer le sombre passé. Il y a eu beaucoup de documents sur ça. Puis ici, j'ai des papiers de la cour, j'en ai eu plusieurs. Des papiers de la cour pour passer devant le juge Denis. Fait qu'il y a eu beaucoup j'étais en cours à partir de 1995 jusqu'à 2023. Oui, c'est ça la justice. Puis ici, l'année passée, on est allé à la SAQ pour fouiller dans le sol pour trouver des ossements. Mais on savait qu'on n'en trouvait rien parce qu'ils avaient mis 15 pieds de terre. Ils ont fait ça pour faire semblant que pour nous aider, mais dans le fond, ils ne nous ont pas aidés. Puis dans une assemblée générale, j'ai demandé à la SAQ d'émettre un épitaphe. Ils ont dit oui, mais ils ne l'ont pas enregistré. Mais moi, j'ai fait un épitaphe. Puis moi, je l'ai enregistré, la demande, puis ils ont dit oui, puis là, aujourd'hui, ils ne veulent pas le faire. Ça nous a décidé. Puis ici, on a le coquelicot des orphelins qu'on a ici, là. Ça veut dire que c'est le coquelicot de la grande noirceur, là. Le coquelicot négatif de la grande noirceur de 1940 à 1960. Celui que j'ai là, je vends ça 5 $ chaque. S'il y en a qui en veulent, il faudrait que tous les Québécois aient ça aujourd'hui. Dans nos recours, on voit ici M. Robert Fauteux et Bruno Roy. Ils ont manigancé ensemble les deux. Puis même après ça, Bruno Roy, il a vendu les orphelins au gouvernement. Puis en faisant ça, ben, ils ont promis le job, puis il n'a pas eu. Il voulait être député dans son coin, dans le bout de Roxborough. M. Bouchard, il n'a pas donné sa job qu'il avait promis. Regarde, à mon Providence, quand j'étais petit enfant en 1956, c'était marqué MP. C'était le Mont-Providence. Le Mont-Providence, c'est ça ici, là. Fait que le Mont-Providence a changé de nom 3 fois. Avant, c'était MP, comme on voit sur mon crest. Après ça, c'est devenu IMP. Il a joué avec les lettres. Institut médico-pédagogique. À la fin, en 1961, ils ont appelé ça l'hôpital Rivière-des-Prairies. C'est là que j'ai été 9 ans. J'ai mangé beaucoup de problèmes. J'ai été violé plusieurs fois à cette place-là. Ici, on voit, il y a une couple d'années, je n'ai pas marqué l'année, on est allé voir avec ma femme, on est allé voir M. Legault, puis il ne voulait rien savoir de nous autres. Il s'est mis les 2 mains chaque bord des oreilles, il ne voulait pas nous entendre. Voyez-vous, là, comment est-ce que c'est? Puis en 1956, les sœurs laissaient violer les enfants, puis pour ne pas se faire pogner, pour pas qu'il y ait une maladie générative, ils envoyaient passer des tests de sérologie. La sérologie, c'est des tests de syphilis, toutes ces maladies vénériennes. Fait que c'est là, ça. Mon docteur, Bernard Piché, il m'envoyait des documents là pour pas se faire pogner, ça, c'est mon dossier médical, le premier dossier principal. Puis là, j'ai eu ma libération le 23
28 du 4e mois 1959. C'est là, ici, le dossier. J'en ai des documents. Oh, on pourrait en mettre toute la nuit. Il y a ici, le gouvernement Bouchard lui a donné des excuses officielles. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a donné des éloges aux religieuses. On le voit, M. Bouchard, c'est la personne la plus menaçante. Ils l'ont payé pour dire au monde d'arrêter de menacer le monde, mais ça en a, c'est le pire des menaçants. Ils ont payé ce monsieur-là en question. Et ici, on voit la civière. La civière, quand il avait fini de faire comment on appelle ça, Des expertises. des quoi? Des expertises. Non, c'est pas ça. Il fouillait dans le corps des enfants, faisait bon, je ne sais plus les mots. En tout cas, c'est les médecins de l'Université de Montréal, ils fouillaient dans le corps, puis ils faisaient des lobotomies. Fait à la fin, quand il était fini, ils mettaient dans la civière, ils en emportaient 2, 3, puis ils enterraient dans le cimetière de la Sioux à Cochon. Fait que c'est ça, je l'ai encore chez moi, la vraie civière qui a servi pour mettre les enfants dans la Sioux à Cochon. Mais ici, on le voit encore mieux. Ici, c'est dans la salle où j'étais. La salle Saint-Jérôme-Majella, je suis à quelque part ici. C'est ici, le troisième site. C'était au Mont-Providence. Puis là, on a trouvé les sœurs, ils ont passé à la cour concernant justement les ossements des enfants. Puis là, il y avait 2 contracteurs qui voulaient se faire payer pour aller porter les ossements. Alors, ils ont été porter ça au repos Saint-François d'Assise. Puis la sœur en question, sœur Levac, Marie-Paul Levac. Alors, on a le dossier concernant la cour, puis là, à la fin, le juge a donné la permission d'enterrer ces enfants-là. Il y avait au-dessus de 2500 sacs, puis ils ont donné 18 cents du sac pour les enterrer là. Puis c'est à cette place-là qui a été enterré les orphelins du Plessis. Il faisait des expériences dessus pour les enterrer après. Ça faisait toutes sortes d'expériences. Puis ici, on voit à la fin où j'étais, au Mont-Saint-Antoine. Puis là, au Mont-Saint-Antoine, c'est là que M. l'abbé Desroches m'a sauvé de Saint-Jean-de-Dieu. Il m'a emmené au Mont-Providence, puis le Mont-Providence ne voulait plus me voir. Alors, M. l'abbé Desroches m'a emmené au Mont-Saint-Antoine, puis j'ai appris un métier. Puis aujourd'hui, ça va mieux. Puis là, oui, je voulais dire, quand il a commencé le Mont-Providence en 1950, il avait envoyé un document, puis dans ce document-là, il disait on veut des enfants parce que les crèches, ils débordaient. Toutes les crèches avaient trop d'enfants, alors ils les envoyaient un peu partout, puis le Mont-Providence a accepté plusieurs. Puis moi, je venais de la crèche d'Youville. Alors, ils disaient, on veut des enfants propres, qui ne sont pas débiles, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Puis à la fin, bien, ils ont changé la vocation, puis on a été classés débiles mentales. Puis le gouvernement, il a fait un programme de réconciliation, on voit ici, là, pour les orphelins. Ils ont donné des miettes. Ils n'ont même pas respecté la loi de M. Étienne Cartier. M. Étienne Cartier, lui, avait une loi pour les indemnisations. Ils n'ont pas respecté, ils ont fait ça à la légère. Puis là, ben, ils ont payé les orphelins. Moi, j'ai eu 20 000 $. 20 000 pour subir tout ce que j'ai en ce moment-là. C'est pas normal. Ici, on voit encore notre logo. Un logo, j'en ai un autre ici.
Puis là, on voit, l'année passée, quand on a fouillé dans le sol avec les, comment on appelle ça, les personnes qui font Les ça? archéologues. Les archéologues. C'est tout le groupe qui est là. Moi, je suis dans ce groupe-là. Puis là, on retourne bien vite les voir. On s'en va là pour demander à la SAQ de respecter l'engagement de déposer un épitaphe. Regarde, ça, c'est mon bureau à moi. C'est ici à la maison. Pour finir, je vais vous dire que je me souviens de Duplessis. Le 7 octobre 1936, s'est marié avec la religion catholique. Je me souviens de Duplessis avec le décret 816, avoir fait enlever nos droits de vivre comme des enfants ordinaires, comme les autres enfants. Avec son décret, je me souviens d'avoir envoyé des enfants dans les laboratoires. Je me souviens du Duplessis d'envoyer des enfants dans la soue à cochon. Ça, c'est la plaque que j'ai faite. Fait que ça finit là, puis là, on va regarder notre affaire à la télévision. Là. C'est beau? OK. Comme il y a des titulaires de permis, bien, on va aussi robotiser donc, le produit. Donc, au lieu que les gens aillent vers le produit, les produits vont venir à nos travailleurs. Donc, on va être plus efficace à faire les commandes. Allons voir à quoi ça ressemble. D'ici 1 an et demi, les Québécois vont pouvoir commander de l'alcool en ligne, recevoir leur commande en 24 heures. Et tout va commencer ici, dans cette cage où il va y avoir pas mal de produits. Oui, donc, dans le fond, c'est notre nouveau système de stockage automatisé. Ce système de stockage-là contient 39 000 bacs. Et puis, on va avoir jusqu'à 20 000 produits qui vont être disponibles dans le système. Donc, le système va prendre les bacs qui sont à l'intérieur et va les acheminer à nos stations de travail. Ça, c'est un système assez complexe parce qu'il y a des navettes, il y a des ascenseurs pour amener le produit dans un espace d'entreposage. Puis, une fois que la commande est passée, le système ressort automatiquement les produits pour les amener aux stations d'assemblage de commandes. On pourrait comparer cette distribution-là à ce qu'on voit, par exemple, dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis. D'Amazon ou de Jean Coutu ici, chez Browns aussi à Montréal, ou même chez lui-même distributeur électrique. Donc, c'est le même genre de système qui sont installés. On a des stations de cueillette dans lesquelles les produits viennent et les employés peuvent à ce moment-là prélever les quantités requises. Puis une fois que la commande est assemblée, bien, ça retourne se réentreposer pour être expédié par la suite. Donc, par exemple, je commande une caisse d'un spiritueux, je commande une bouteille, la caisse va arriver ici. Oui, elle va arriver, mais on va aller voir. Oui, on va aller voir, tiens. Venez avec nous. Oh. Donc, la caisse va arriver... Ah oui, on le voit très bien ici, là. Exact. La caisse va nous arriver au milieu ici avec les produits à l'intérieur. Et par la suite, on va ramasser les bouteilles que l'écran va nous dire la quantité requise, puis on va les mettre dans la commande de destination. Ici? Oui. Où là, on peut travailler jusqu'à 4 commandes simultanément sur le système. Une fois qu'on a prélevé le produit, bien, le système achemine le prochain produit pour qu'on puisse faire la prochaine commande, puis on continue comme ça, jusqu'à temps que la commande soit complète. Donc, ça m'amène à vous poser la question, il y a quand même besoin d'une intervention humaine, parce qu'une des craintes du syndicat des employés de la SAQ, c'est de dire on va installer des robots, on va investir massivement, des centaines de millions, mais on aura besoin de moins de travailleurs sur le plancher. Oui, il y a un gain d'efficience. C'est comme ça qu'on est capable d'offrir les 20 000 produits, parce que le robot travaille pour nous, mais on est encore là, l'humain, en train de faire des commandes. Mais au lieu de se déplacer, on réduit nos déplacements. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une offre beaucoup plus grande, 20 000 produits offerts à nos clients sur SAQ.com à l'unité. Êtes-vous capable déjà de déterminer si, d'un, il va y avoir des pertes d'emploi, des licenciements, ou combien d'heures travaillées seront retranchées avec l'implantation de l'automatisation? Avec l'automatisation, ce qu'on a dit à nos employés, c'est qu'il y aurait une réduction de 100 à 120 travailleurs de moins pour faire le même travail. Donc, on devient plus efficace, effectivement, avec l'automatisation. De là, l'investissement qu'on fait. Mais on fait tout ça aussi pour offrir plus de choix aux Québécois. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a combien de produits qui sont disponibles en ligne si je veux faire une commande? En ce moment, en ligne, il y a environ 4000 produits qui sont offerts en tout temps sur SAQ.com que les clients peuvent commander, se faire livrer à date choisie par Purolator à leur domicile ou les faire livrer gratuitement en succursale. Donc, cette offre-là est là, mais c'est une offre qui est quand même restreinte à 4000 produits parce que nos installations, qui datent de 2000,
sont pas capables d'offrir autant de produits. Oui, donc là, on a accès à un catalogue de 20 000 produits. Puis en quoi c'est complémentaire au projet pilote qui est mené avec Uber Eats, qui est celui de livrer rapidement à la maison des produits alcoolisés? Bien, Uber Eats, c'est avant tout un canal de vente, hein, donc c'est de l'omnicanal. C'est une façon de commander une gamme limitée de produits pour qu'elle soit disponible rapidement. Donc, on est chez nous 6 h le soir, 7 h le soir. On a invité des gens, il nous manque une bouteille. On n'a pas le temps de se déplacer, on est en train de cuisiner. Donc, Uber Eats vient à répondre à une instantanéité au niveau des besoins de la clientèle. Et ça ne vise pas du tout à remplacer ça. Ce sont des canaux qui sont complémentaires. Oui, à partir d'ici, c'est vraiment ce qui sera commandé sur SAQ.com. C'est ce qui va être commandé sur SAQ.com et ça va nous donner l'accès à l'ensemble de la gamme des produits de la SAQ, incluant l'importation privée, donc pas juste les produits réguliers de la SAQ, mais on a aussi l'importation privée qui va pouvoir être offerte à la bouteille aussi. Ah oui, on sera en mesure de commander des importations privées à la bouteille. En ce moment, on l'offre déjà. En ce moment, on met une petite section d'environ 200-300 références sur SAQ.com, l'importation privée. L'objectif, c'est d'offrir l'importation privée et tout le catalogue des produits réguliers de la SAQ à travers SAQ.com, qui va être assemblé à partir de cette façon de travail. Est-ce que ce virage numérique et la robotisation également, c'est aussi les succursales aux quatre coins du Québec qui pourraient perdre en attractivité? Le conseiller reste toujours au cœur de l'expérience client. Donc, les gens vont toujours se rendre en succursale, soit pour récupérer leur commande, parler à un conseiller, être conseillé sur des produits. Mais parfois, il y a des produits qu'on reçoit de façon très limitée en quantité, 10 caisses, 20 caisses, 30 caisses. SAQ.com permet de l'offrir à l'ensemble des Québécois avec les relâchements de jeudi. Donc, ça, c'est vraiment une attractivité spécifique qu'on a sur SAQ.com. Donc, vous y voyez une complémentarité avec les succursales et non, on remplace les succursales puis on pousse les clients à aller sur Internet. Les succursales, c'est le cœur du réseau, c'est le cœur de la SAQ. Nos conseillers, nos gens de succursales, c'est vraiment le cœur. Mais parfois, on a besoin d'avoir des commandes faites de façon spécifique, des besoins très spécifiques, des produits à quantité limitée. Donc, SAQ.com trouve tout son attrait à ce moment-là. Et ici, on se trouve carrément où les caisses seront acheminées dans les succursales de la SAQ partout au Québec. Exact. Donc, on a 97 000 plateaux. C'est quasiment 5 fois le Centre Bell. Ben oui. Plus d'1 million de bouteilles? Plus d'1 million de bouteilles là-dedans. C'est l'équivalent d'un building de 5 étages de haut dans lequel on entrepose des produits. Donc c'est énorme. Et une fois que les succursales commandent leurs produits, c'est acheminé sur ces... Oui, c'est sur les convoyeurs qu'on voit ici de sortie. Donc, on a des ascenseurs à l'intérieur qui sortent les produits et qui les amènent sur les stations de palettisation robotisées. Donc, on a 3 stations de palettisation robotisées. Chaque station va rouler à 700 caisseurs pour faire des commandes pour les succursales. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la construction d'un bâtiment où est entreposé autant d'alcool? Bien, c'est avant tout c'est la protection incendie. Hein. On a de l'alcool à 40 %. Il y en a des fois qui se font de la Sambuca flambée à la maison. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ici, bien, si jamais il y avait un déversement, des bouteilles qui brisaient, puis il y avait un étincelle, le feu prendrait. Donc, on a besoin d'avoir un très bon système de suppression incendie. Donc, il y a 13 000 têtes de gicleurs ici pour s'assurer que tout partout, si jamais il y a un début d'incendie, rapidement, il est maîtrisé par le système de gicleurs. Bon, il est quand même pas l'heure de la Sambuca flambée à l'heure où on tourne, mais on peut imaginer. Dites-moi, le budget de départ, il y a 5 ans, tournait autour de 47 millions. Le bâtiment en tant que tel vous aura coûté autour de 137 millions de dollars. Qu'est-ce qui explique que les coûts aient augmenté en l'espace de 5 ans, du moment où initialement vous avez présenté le projet et une fois qu'il y a levé de terre? Bien, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit un bâtiment qu'on avait imaginé au début. On n'avait pas du tout les spécifications d'équipement. On a acheté l'équipement. Et là, l'équipementier nous a dit on a besoin d'un plafond de 70 pieds de haut versus un plafond de 40 pieds comme on a ici. Donc, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de structure d'acier à construire. Par la suite, on a fait faire des études de sol. Le sol est pas très bon, donc on est obligé de pieuter. Donc, c'est comme si on avait un étage complet. On est pieuté jusqu'à 60 pieds dans le roc ici pour être capable de soutenir le bâtiment. On a aussi tout un toit vert. Donc, tout ce que vous voyez ici en hauteur, là, c'est tout un toit vert. Donc, si vous atterrissez à travers Montréal par avion, vous regardez à... C'est dans ce coin-là, le cimetière des orphelins. Oui, continue. Si tu continues, ça, on va arrêter. Oui. Bon, c'est dans ce coin-là, en bas, là, que les orphelins sont enterrés. Fait qu'on construit par-dessus ça. Fait qu'on continue. Vous allez voir là, la végétation qui pousse sur notre toit. Donc, tous ces éléments-là ont contribué de façon importante à hausser les coûts. En 1999. Avec le COVID, c'est un projet qui avait été imaginé avant le COVID, donc la hausse du coût de l'acier, la hausse du coût de la main-d'œuvre, tout ça a contribué à augmenter les coûts de construction. Le retour sur investissement, vous allez le calculer comment?
Bien, ce qu'on calcule comme retour sur investissement, c'est qu'on vous a dit qu'on était pour sauver environ 100-120 employés dès qu'on démarre le système pour faire le travail. Donc, le retour investissement provient majoritairement de l'économie au niveau des salaires. Donc, c'est vraiment l'efficacité opérationnelle qui va faire foi de tout dedans. Oui, on devient plus efficient. On s'automatise comme plusieurs entreprises du Québec s'automatisent, donc on devient plus efficient. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'entreposage manuel de nos produits qui va être ultimement différent dans le système automatique. Le système automatique va amener à nos gens directement les produits, tandis qu'ici, on doit envoyer un employé manuellement chercher les caisses, les ramener au sol pour après pouvoir faire les commandes. Donc, l'automatisation nous permet d'éviter tous ces déplacements. Donc, c'est cet espace-ci qui va être remplacé par l'entrepôt robotisé. Bien, c'est un style d'entreposage ici manuel que l'entrepôt robotisé va faire de façon robotisée versus ici nos opérations manuelles. En terminant, M. Bourdeau, on sent déjà qu'il y a beaucoup d'action ici avec la construction. À partir de quel moment les premières bouteilles de vin vont quitter l'entrepôt ici, se rendre sur les convoyeurs et partir directement aux quatre coins du Québec? Donc, c'est en août 2027 que, que la SAQ reçoit le système pour commencer les premières commandes commerciales. C'est sûr qu'au début, on y va lentement, puis on progresse graduellement. Donc, on a un an qu'on s'est donné pour stabiliser complètement le système pour être à plein régime avec l'utilisation. Et on a parlé de gain d'efficacité, mais pour entretenir ces robots-là, puis on peut facilement se faire l'image mentale ici de milliers de bouteilles qui vont être stockées. Ça va prendre une expertise d'entretien également, donc ça va aussi passer par des embauches de main-d'œuvre spécialisée. Exactement. Donc, on va grossir notre équipe d'entretien. Donc, on a déjà une équipe d'entretien qui fait déjà la maintenance de nos camions, qui fait la maintenance de nos chariots élévateurs, du bâtiment aussi. On va venir greffer à cette équipe-là un plus grand nombre de travailleurs, une dizaine de travailleurs qui vont contribuer à la maintenance du système qui va être opérationnalisé 24 heures sur 24. On a une idée en terminant parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, lorsque je vais passer ma commande en ligne sur SAQ.com, et que la bouteille va sortir d'ici pour se rendre à la maison, est-ce que ça va me coûter vraiment plus cher? Est-ce que vous avez une idée déjà, du coup, pour les clients particuliers de la SAQ de commander en ligne? Mais en ce moment, c'est déjà gratuit. Les clients qui se font livrer en succursale ont déjà accès à la livraison gratuite. Et s'ils veulent le faire livrer à domicile, il y a des frais qui sont exigés de 12 ou 14 dépendamment si on choisit notre date ou on demande à n'importe quelle date d'être livré. Donc, ça devrait rester dans ces mêmes eaux-là? Oui, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Luc Bourdeau, merci beaucoup de l'accueil. Bien, merci d'avoir visité notre plus grande cave à vin, bientôt disponible à tout le monde. Et on reviendra quand ça va être bien plein. Dans un an et demi. C'est là, dans ce coin-là, à gauche. Ça, c'est le stationnement. Ici, là. C'est là, les affaires. Un des centres de distribution les plus technologiquement avancés. On fera le suivi. Pendant ce temps, en direct aux abords du